tout le monde, ça me fait très plaisir de vous voir. Je vais juste partager mon PowerPoint avant de commencer. Euh, je ne sais plus comment faire. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Je suis en année sabbatique cette année, donc du coup, je me sers pas du tout de Zoom. Donc j'ai oublié la moitié des mécanismes. Voilà. Alors, le livre dont on va parler cette semaine, c'est un roman qui s'appelle Merlin de Robert de Boron, qui est un roman médiéval, donc, en ancien français, qui a été écrit autour de 1200 environ. On n'est pas très sûr de la date, mais je vous en parlerai un peu. Et l'image que j'ai choisie ici pour ouvrir ma présentation, c'est si vous avez lu juste même le début du roman, vous allez peut-être reconnaître, c'est le conseil des démons, le conseil des diables, qui discute d'une stratégie pour corrompre l'humanité et qui décide donc de créer une sorte d'antéchrist, en fait, littéralement un antichrist, un, un humain qui pourra corrompre les humains autant que le Christ les a sauvés. Et cet antichrist, ce sera Merlin. Sauf que Merlin va être, euh, pour différentes raisons, va être aimé de Dieu, protégé par Dieu, et donc sera un personnage plus positif que ne le voulaient les démons. Et vous voyez en haut, dans au premier étage, enfin à l'étage le plus élevé, vous voyez le conseil des démons en enfer. Puis en dessous, vous voyez le démon qui essaye de tenter la future mère de Merlin, puis le démon qui couche avec la mère de Merlin au milieu, et la naissance du petit Merlin. Et si vous regardez le petit bébé, on voit peut-être pas très bien ici, mais il est poilu. C'est-à-dire qu'il est tout blanc, hein, mais il a des sortes de marques sur le corps, et ce sont les poils, parce que Merlin est un bébé très poilu. C'est quelque chose d'important pour la conceptualisation du personnage, parce que c'est un personnage qui a des aspects humains et animaux à la fois. Puis en bas, vous avez le procès de la mère de Merlin qui est accusée d'adultère puisqu'elle a eu un enfant sans père. Elle est menacée d'être brûlée au milieu, en bas. Et puis à droite, c'est Merlin plus grand qui vient conseiller le roi Vertigier. Donc vous voyez le petit Merlin à gauche qui, là encore, complètement poilu. Donc on en reparlera. Excusez-moi. Alors, si vous n'avez pas lu le roman, c'est pas grave. Si vous n'avez pas eu le temps de le lire en entier, c'est pas grave, parce que je vais d'abord vous parler un peu de la figure légendaire de Merlin. D'où vient ce personnage? D'où vient ce roman de Robert de Boron? Quelle est la tradition folklorique autour de Merlin? Parce que c'est un personnage assez compliqué, qui est presque autant une invention littéraire qu'un personnage du folklore. Euh, et je vais vous expliquer quelle est cette image que vous voyez ici dans quelques minutes. Alors, les origines de Merlin, une chose qui est certaine, c'est que le nom de Merlin, ou Merlinus en latin, vient d'un nom gallois qui est Mordvin. Voilà, qui s'écrit comme ça. C'est un nom gallois ancien et qu'on arrive à identifier dans le folklore gallois, donc dans le folklore ancien des îles britanniques, si vous voulez, de la Grande-Bretagne, principalement. Mais le problème, c'est que le personnage de Merlin est basé sur au moins deux personnages du folklore gallois, pas un seul. Donc il y a un héritage folklorique un peu compliqué. Il y a un premier Merlin gallois qu'on appelle souvent Merlin Wilt, qu'on appelle en latin Merlinus sylvestris, qu'on peut traduire par Merlin le sauvage ou Merlin de la forêt. Sylvestris en latin, ça veut dire donc sylvestre, hein, qui vient de la forêt. Euh, et ce Merlin Wilt, c'est un roi ou un poète ou un roi-poète qui est devenu fou après une terrible bataille et qui s'est enfui pour vivre dans la forêt, donc dans le folklore, le vieux folklore gallois. Donc il y a des légendes au sujet de ce personnage. Et puis un deuxième Merlin qu'on appelle, qu'on appelle Merlin Emrys ou Merlinus Ambrosius en latin, ou simplement Merlin Ambroise. Donc Ambrosius, c'est un nom latin, simplement un nom de personne. Et ce Merlin Ambroise, qu'on appelle parfois seulement Ambroise, c'est un chef de guerre qui a combattu les Saxons. Donc, au moment où les Romains ont quitté la Grande-Bretagne et la population britannique locale est en train de voir arriver les migrations anglo-saxonnes, en fait, qui vont changer complètement le visage culturel et linguistique de la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, le sud de la Grande-Bretagne va devenir l'Angleterre sous l'impulsion des Anglo-Saxons. Donc, à ce moment-là, un chef de guerre qui s'appelle Merlin Emrys aurait combattu les Saxons.
Donc ça, voilà les deux personnages. Je vous parle un peu plus de ces deux personnages pour que vous compreniez comment ils vont se combiner. Alors Merlin Wilt, l'homme de la forêt, euh, la légende de Merlin Wilt, c'est une légende assez répandue dans le monde celtique, dans les îles britanniques, puisqu'elle ressemble à d'autres légendes celtiques. Il y a une légende très similaire en Écosse autour du personnage de Lailochen, et il y a une légende en Irlande autour du personnage de Sweeney. Si vous avez de la famille avec en contact avec la culture irlandaise, vous avez peut-être entendu parler de Mad King Sweeney, le roi Sweeney qui est devenu fou. Et dans le folklore celtique en général, donc dans le folklore des populations anciennes des îles britanniques, la poésie, la folie et le don de prophétie sont souvent associés. Euh, à la fois les poètes, les fous, entre guillemets, hein, j'utilise le mot de manière large, donc les personnes qui ne correspondent pas à la rationalité commune, et le don de prophétie sont des pouvoirs qui viennent des dieux, qui viennent des puissances de l'au-delà, et qui sont toutes connectées. Donc ce personnage de Mervyn Wilt, qui est un roi, un poète, qui devient fou, mais qui a ensuite un pouvoir de vision, c'est tout ça est cohérent, tout ça crée un personnage très logique dans la culture celtique. Et ce Mervyn Wilt, c'est un être marginal, c'est un être qui vit dans la forêt, qui vit à l'état de nature, qui est proche des animaux, proche de la nature, proche du monde non civilisé et proche de l'irrationnel. Donc ça, c'est des éléments que vous voyez dans le Merlin de Robert de Boron, le fait qu'il soit tout poilu, par exemple, comme un animal, le fait qu'il puisse se transformer, le fait qu'il doive aller vivre dans la forêt périodiquement. Il ne peut pas rester avec les humains, il doit régulièrement partir vivre dans la nature. Tout ça, c'est des choses qui viennent de ce Merlin de la forêt. Le deuxième Merlin, c'est Merlin Ambroise, Merlin Emrys, qui est un personnage de guerrier très différent. Et la première grosse différence entre les deux, c'est que ce Merlin Ambroise a sans doute vraiment existé. C'est-à-dire qu'il y a sans doute eu un vrai chef de guerre britannique qui s'appelait Ambrosius Emrys, qui avait un nom latin, parce que ce qu'on appelait les Bretons à l'époque, donc pas les Bretons de France, mais les Bretons de Grande-Bretagne, puisque les Bretons de France n'existaient pas encore exactement à ce moment, ils n'avaient pas encore migré vers la Bretagne armoricaine. Euh, donc les Bretons, à cette époque, sont latinisés. C'est une population christianisée, latinisée, euh, qui a fait partie de l'Empire romain pendant plusieurs siècles. Donc ils ont souvent des noms latins, en fait, comme ici Ambrosius. Et ce chef de guerre a vraisemblablement remporté une victoire importante contre les Saxons, peut-être vers l'an 500. Et c'est un personnage qui a sans doute vraiment existé parce qu'on trouve un témoignage très ancien de son existence seulement genre 3 décennies après la bataille. Un moine breton qui s'appelle Gildas et qui raconte l'histoire de cette bataille. Dans les plus anciennes versions de l'histoire de la tour de Vertigier, donc on trouve dans des textes très anciens cette histoire de la tour avec les 2 dragons, etc. L'enfant sans père dans l'histoire ne s'appelle pas Merlin, il s'appelle Ambrosius, justement. Donc, cette histoire de Vertigier qui construit une tour qui n'arrête pas de s'effondrer et il fait appel à des sages et les sages lui annoncent qu'il doit faire venir, qu'il doit trouver un enfant sans père et qu'il doit sacrifier l'enfant sans père pour que la tour puisse être construite. Euh, donc, cet enfant sans père, c'est Ambrosius dans les versions les plus reculées. Mais deuxième détail intéressant sur Ambrosius, le personnage d'Ambrosius a sans doute aussi inspiré la légende du roi Arthur. Parce que donc le nom d'Arthur, lui, n'apparaît pas dans les sources les plus anciennes. C'est le grand problème de l'historicité d'Arthur. C'est qu'il n'y a aucune référence très ancienne à Arthur. Les références à son nom viennent beaucoup plus tard. Mais cette grande victoire contre les Saxons d'Ambrosius, qu'on appelle souvent la bataille de Camlann, elle est ensuite attribuée à Arthur. Donc le personnage d'Ambrosius devient, dans certaines versions de la légende, Arthur. Donc Ambrosius est à la fois l'ancêtre de Merlin et l'ancêtre d'Arthur. Et alors comment est-ce qu'on construit le personnage de Merlin à partir de ces deux héros folkloriques, Merlin Wilt et Merlin Emrys? Eh bien, cette combinaison des deux Merlin en Merlin, elle arrive assez tard
en fait, dans l'histoire du Moyen Âge. Elle n'est pas du tout ancienne. Enfin, elle est ancienne pour nous, mais dans la chronologie du Moyen Âge, elle arrive assez tard. Elle arrive chez un auteur latin qui s'appelle Geoffroy de Monmouth, Geoffrey of Monmouth, qui est, si ces questions vous intéressent, j'en parle beaucoup plus en détail dans la conférence que j'ai donnée pour l'Alliance française sur la légende arthurienne et qui se trouve sur YouTube. Mais donc l'auteur latin Geoffroy de Monmouth, c'est un auteur clérical qui est historien euh, et qui a écrit une histoire des rois de Bretagne vers 1130 environ. Donc plus de 600 ans après la bataille de Camlan. Et c'est lui qui a combiné les deux versions de Merlin en un personnage qu'il appelle Merlin. Et donc il nomme le personnage Merlinus et il raconte plusieurs épisodes qui vont inspirer Robert de Boron. Alors, un détail intéressant, c'est que les médiévistes se sont demandé comment on pouvait passer phonétiquement du gallois Merlin au latin Merlinus avec un L. Et une hypothèse populaire, c'est que Geoffroy de Monmouth ne voulait pas l'appeler Merdinus, parce que c'était gênant phonétiquement. Donc il l'a appelé Merlinus. Mais Geoffroy de Monmouth a sans doute inventé un certain nombre d'épisodes sur le personnage de Merlinus. Euh, et il est tout à fait possible que ces épisodes ne viennent pas du tout du folklore, mais soient des pures inventions de Geoffroy. Donc parmi les épisodes que Geoffroy raconte, il raconte l'épisode de la tour de Vertigier. Alors ça, c'est un épisode qui est plus ancien, on le sait, on a des traces plus anciennes de cette histoire avec les deux dragons. Euh, il raconte aussi l'histoire de l'aide que Merlin apporte au fils du roi Constant, donc les deux frères. Sauf que les deux frères, chez Geoffroy, ne s'appellent pas Uther et Pendragon, mais ils s'appellent Uther et Ambrosius. Donc il garde le nom du héros Ambrosius, mais il le donne à l'un des deux frères, ici. Donc les deux frères qui sont ennemis de Vertigier. Et il raconte aussi l'histoire d'Uther et Igerne, donc la femme du duc de Cornouailles, dont le roi Uther tombe amoureux, et avec l'aide de Merlin, il prend l'apparence du mari d'Igerne pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec elle, pour la violer, hein, concrètement, c'est une scène de viol, et ensuite donner naissance à Arthur. Donc ces trois épisodes-là, qui sont fondamentaux dans l'histoire de Merlin, sont introduits pour la première fois chez Geoffroy de Monmouth. Mais ensuite, après l'histoire d'Uther et d'Igerne, après que euh, ils ont conçu Arthur, Merlin disparaît complètement de l'histoire. Il n'est plus jamais mentionné. Euh, euh, Toutes les histoires subséquentes autour de la jeunesse d'Arthur, comment il devient roi, etc., sont complètement absentes. Merlin n'intervient absolument pas. Alors, euh, que fait Geoffroy de Monmouth avec Merlin? Ici, je vous ai mis une image qui est, si vous avez lu le roman, c'est l'épisode de L'homme aux trois morts, où un chevalier essaye de tester Merlin et de tester sa capacité à prévenir, à prédire l'avenir. Et donc, il lui demande comment est-ce que je vais mourir. Et Merlin lui dit, tu vas mourir avec le cou brisé. Et ensuite, l'homme se déguise et revient voir Merlin et lui demande comment est-ce que je vais mourir en prenant une autre identité. Et Merlin lui dit, tu vas mourir noyé. Et ensuite, euh, il se déguise à nouveau et lui demande à nouveau comment est-ce que je vais mourir. Et Merlin lui dit, tu vas mourir pendu. Et donc l'homme dit, ah, c'est la preuve que Merlin est un charlatan, puisqu'il m'a prédit trois morts différentes. Mais ensuite, l'homme meurt en tombant de son cheval et en se brisant le cou, et en restant pendu à l'encolure de son cheval et en tombant dans une rivière. Et donc il meurt effectivement, le cou brisé, pendu et noyé. Donc c'est un petit épisode que les illustrateurs médiévaux ont beaucoup aimé représenter parce qu'il est assez dramatique, assez frappant. Donc ici, vous avez une représentation de ça. Alors, Geoffroy de Monmouth avait une fascination pour Merlin, et donc il n'a pas seulement parlé de Merlin dans son Histoire des rois de Bretagne, il a écrit deux autres textes latins qui ont popularisé encore davantage le personnage de Merlin. Le premier texte, c'est un texte qu'il a écrit sans doute à la même époque que son Histoire des rois de Bretagne, et qui s'appelle Les prophéties de Merlin, les Prophetiae Merlini, qui sont un ensemble de prédictions attribuées à Merlin.
Et généralement, on trouve ces Prophetiae Merlini dans l'histoire des rois de Bretagne. Souvent, ça constitue une section de l'histoire des rois de Bretagne, mais parfois on la trouve de manière indépendante dans certains manuscrits. Euh, ces prophéties de Merlin deviennent très populaires au Moyen Âge. Parce que, évidemment, donc Geoffroy de Monmouth, c'est un historien, mais c'est aussi plutôt un charlatan. C'est un historien très, très fictif et qui attribue beaucoup de prophéties à Merlin. Et plusieurs des prophéties de Merlin se sont réalisées parce que ce sont des prophéties qui concerne le passé de l'histoire de la Grande-Bretagne, du point de vue de Geoffroy. Donc il y a plusieurs siècles de prophéties pour lesquelles Geoffroy peut écrire des prophéties extrêmement exactes, puisqu'il sait déjà ce qui s'est passé. Et donc, quand on lit les prophéties de Merlin de Geoffroy, il y a toute une partie des prophéties qui sont parfaitement exactes parce qu'elles ont déjà eu lieu, et ensuite une section des prophéties qui est beaucoup plus floue, beaucoup plus vague. Mais comme beaucoup des lecteurs des prophéties de Merlin pensaient que c'était des vraies prophéties faites par Merlin, ils ont considéré qu'elles étaient fiables en raison de la fiabilité de la première moitié des prophéties. Donc il y a eu une vraie fascination au Moyen Âge pour les prophéties de Merlin, un peu comparable à la fascination moderne pour Nostradamus, par exemple. Et donc, il y avait énormément de manuscrits, Les gens écrivaient des nouvelles prophéties de Merlin, des versions concurrentes, des versions supplémentaires. C'était un vrai succès de librairie. Et puis, et d'ailleurs, je finis la parenthèse, euh, on peut argumenter que le personnage de Merlin au Moyen Âge était plus connu dans la culture populaire comme un personnage de prophète, un personnage de devin, que comme un personnage de magicien, en fait. C'était plus pour ses prédictions qu'il était célèbre. Et donc il y a un dernier texte que Geoffroy a écrit sur Merlin qui s'appelle La Vita Merlini, la vie de Merlin, qui est en fait plutôt inspiré de la légende de Merlin Wilt. Et c'est un texte qu'il a écrit beaucoup plus tard, vers 1150, j'ai oublié de mettre la date, mais donc 2 décennies plus tard, vers 1150. Donc c'est beaucoup plus proche du personnage de Merlin Wilt. C'est un roi qui est devenu fou, qui est parti vivre dans la forêt. Donc très différent du Merlin de l'histoire des rois de Bretagne. Mais c'est une histoire, c'est enfin, une sorte de roman ou de chronique qui inclut l'épisode de l'homme aux trois morts, justement. Donc cette Vita Merlini a aussi inspiré Robert de Boron, en partie. Moins que l'histoire des rois de Bretagne, mais un petit peu. Alors, voilà un peu pour le contexte folklorique. Donc vous avez bien compris, je pense, que Merlin est une construction, en fait. C'est une construction littéraire, construite largement par Geoffrey of Monmouth, puis par Robert de Boron, euh, mais dont les origines folkloriques sont complexes, ambiguës, mélangées. Et mélangées avec les origines folkloriques d'Arthur aussi. Alors on arrive au roman de Robert de Boron. Ici, vous avez une illustration qui représente justement les deux dragons qui se battent dans les fondements de la tour. Vous avez donc le roi, c'est le roi Vertigier, bien sûr, ou Vortigern dans la tradition latine. Et puis, je ne sais pas si vous arrivez à voir où est Merlin, mais Merlin, ce n'est pas le grand monsieur barbu à côté de Vertigier, c'est le petit enfant en bas à gauche avec son chapeau dans la main, puisque Merlin est très jeune dans la première moitié du roman de Robert de Boron. Et à la fin, je vous montrerai plusieurs représentations picturales de Merlin dans les manuscrits médiévaux, et vous verrez que Merlin n'est pas toujours représenté de la manière à laquelle on s'attend. Nous, on a une vision très classique de Merlin avec la longue barbe blanche, la robe de sorcier. On a une vision de Merlin qui vient de The Sword in the Stone, de Disney, évidemment, euh, avec le chapeau pointu, mais c'est une représentation picturale de Merlin qui n'est pas médiévale, en fait. Alors, qui est Robert de Boron? Euh, la réponse est on ne sait pas. Je vais vous donner les rares informations qu'on a à son sujet, mais c'est un personnage largement anonyme. On connaît son nom parce qu'il donne son nom dans ses textes, mais c'est tout. Donc c'est quelqu'un qui est originaire de la région de Montbéliard, dans l'est de la France. Montbéliard, c'est au sud de l'Alsace, c'est vraiment à la frontière entre le monde francophone et germanophone, près de Belfort. Et c'est une ville ancienne, médiévale. On le sait, on sait qu'il est de la région de Montbéliard à cause de son nom, Robert de Boron. Boron est un tout petit village près de Montbéliard, où il y a presque rien hein, à Boron. Et
à la fin d'un de ses romans, il dit qu'il est au service de Gauthier de Montbéliard, qui était le seigneur de Montbéliard. Donc c'est comme ça qu'on le sait. Il est actif au début du XIIIe siècle, fin du XIIe, début XIIIe. Et ça, on le sait aussi pour différentes raisons. Euh, on le sait à cause de Gauthier de Montbéliard, en fait. Donc il dit explicitement, pas dans le Merlin, mais dans un autre roman qui s'appelle Joseph d'Arimathie, il dit qu'il est au service de Gauthier de Montbéliard, et Gauthier de Montbéliard, c'est un seigneur qui a fait la quatrième croisade. Euh, donc ça nous permet de situer Robert chronologiquement. La quatrième croisade, c'est 1202-1204. Et Robert de Boron est l'auteur de deux romans, deux romans en vers, qui s'appellent Le Joseph d'Arimathie et Merlin. Ce sont deux romans sur les origines de l'univers du roi Arthur, en fait. Donc il a écrit deux prequels, en fait, si vous voulez utiliser un concept moderne. Le Joseph raconte les origines du Graal en Terre Sainte. Donc Joseph d'Arimathie, c'est un personnage apparaît dans la Bible. C'est un personnage, un vrai personnage de la Bible, qui a peut-être existé historiquement, et qui est, dans le roman de Robert de Boron, c'est le premier gardien du Graal. En fait, il recueille le sang du Christ sur la croix, et il conserve le Graal, et il devient le premier gardien du Graal, donc en Terre Sainte, en Palestine. Et ensuite, lui et sa communauté d'adorateurs du Graal emmènent le Graal jusqu'en Grande-Bretagne, à la fin du roman. Donc ça, c'est le Joseph. Et le Merlin, c'est le roman dont on parle aujourd'hui, et il raconte les événements qui ont mené au couronnement d'Arthur. Donc le roman Merlin s'arrête quand Arthur devient roi, en fait. Donc Arthur est très jeune, il a 16 ans, il vient juste de sortir l'épée de la pierre ou de l'enclume, et il devient roi, et c'est la fin de Merlin. Donc le roman ne se finit pas avec la mort de Merlin ou quoi que ce soit. Au contraire, Merlin continue à vivre longtemps après, Arthur encore plus longtemps après, mais il s'arrête là. Donc c'est vraiment deux romans qui fonctionnent ensemble et qui sont des romans arthuriens d'un certain point de vue. Donc ils appartiennent à l'univers étendu du roi Arthur, mais ce sont vraiment des prequels, vraiment des prologues à l'univers d'Arthur. Et donc, ce sont des romans sans chevalier, sans quête chevaleresque, et ça change beaucoup le type d'histoire que racontent les romans de Robert de Boron. Alors, le roman de Merlin, pour compliquer encore plus les choses, c'est un roman perdu. Donc, le roman que vous avez lu ou que j'ai entre les mains, c'est un roman qui n'existe pas, ou qui n'existe plus, d'un certain point de vue. Alors, vous allez me demander comment est-ce qu'on a pu le lire, comment est-ce qu'on peut l'avoir encore aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Donc, comme je vous ai dit, Joseph et Merlin, ce sont des romans en vers. On a conservé, donc ça c'est classique hein, pour l'époque. Si vous étiez là pour la séance sur Le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes, ou il y a encore plus longtemps sur Tristan et Iseult de Béroul, vous savez qu'au XIIe siècle, on écrivait les romans en vers exclusivement, en octosyllabes. Donc ça c'est très classique, et c'est ce que fait Robert de Boron aussi. Mais on a conservé Joseph et Merlin dans un seul manuscrit, en réalité. C'est un roman qui a été très mal conservé. Euh, et surtout, dans ce manuscrit unique, on a seulement le Joseph dans sa totalité. Le Joseph est assez court. C'est le seul qui a survécu en totalité, puisque le Merlin est incomplet. On a gardé seulement 504 vers du Merlin. Je vous montrerai le manuscrit à la fin. Il n'est pas très intéressant, hein, mais donc on a à peu près 500 vers du Merlin, et c'est un roman qui devait sans doute faire environ 9000 vers. Donc on a perdu, je vous laisse faire le calcul, mais on a perdu presque 80% du roman. Simplement parce que les pages sont perdues, en fait. Voilà. Mais, et c'est comme ça qu'on a conservé une version du texte, quelqu'un, peut-être Robert, peut-être pas, on ne sait pas, a mis le roman en prose. Donc l'a transformé en un roman en prose, comme un roman moderne, en fait. Euh, Sans doute assez peu de temps après l'écriture du roman, vers 1200-1210. Et ça, pour nous, écrire un roman en prose, c'est banal. Pour nous, c'est la seule façon d'écrire un roman. Écrire un roman en vers, c'est presque impensable aujourd'hui. Mais au début du XIIIe siècle, c'est révolutionnaire. C'est la première fois qu'on écrit des textes en prose en français. On écrivait des textes en prose en latin, les textes historiques en latin, c'est très classique à l'époque, mais c'est vraiment une des premières fois, et peut-être la première fois, qu'on décide d'écrire un roman en prose. C'est un des textes les plus importants de l'histoire de la littérature, en fait, puisque c'est un geste qui va
inventé une forme qui est devenue dominante aujourd'hui. Et c'est la première fois que ça se passe, c'est à ce moment-là, début XIIIe siècle, sans doute avec Joseph et Merlin de Robert de Boron. Donc les deux romans sont mis en prose au même moment. J'ai dit quelqu'un a mis le Merlin en prose, mais en fait les deux sont mis en prose au même moment. Et cette version en prose a été très bien conservée. Donc je vous ai dit que c'est un roman perdu. En fait, c'est un roman perdu, mais qui a aussi paradoxalement été extrêmement bien conservé, puisqu'on a aujourd'hui plus de 60 manuscrits du Merlin en prose. Le Joseph en prose a moins bien été préservé parce qu'il a été remplacé par un autre roman plus populaire sur le même sujet, mais ça c'est un autre problème. Le Merlin a très très bien survécu. Il a continué à être lu jusqu'à la fin du Moyen Âge. On a ensuite des versions imprimées de Merlin à la fin du XVe et au XVIe siècle. Le roman reste très populaire pendant toute la Renaissance. Donc ce que vous avez ici, ce que vous avez lu ou ce que vous pouvez lire, c'est une traduction en français moderne, bien sûr, mais c'est une traduction de la version en prose, puisque la version en prose, elle est complète, elle va jusqu'à la fin du texte. Alors, qu'est-ce que Robert de Boron a introduit autour du personnage de Merlin? Pourquoi est-ce que le roman de Robert de Boron est si important comparé à l'histoire des rois de Bretagne de Geoffroy de Monmouth? Alors, Robert de Boron, tout d'abord, Robert de Boron a introduit toutes les interactions entre Merlin et Arthur, donc dans la dernière section du roman. Soit il les a introduites, soit il les a inventées. Parce que Geoffroy de Monmouth n'en parle pas du tout, ce qui suggère que ces histoires-là n'existent pas, en fait, au moment où Geoffroy écrit son histoire. Donc, l'enlèvement d'Arthur à Uther et Igerne, parce que chez Geoffroy de Monmouth, Merlin aide Uther à coucher avec Igerne, mais ensuite c'est fini. Ensuite, ils ont un enfant qui est Arthur, et Arthur devient roi, de manière classique. Il devient roi parce que c'est le fils du roi. Donc toute l'histoire d'Arthur qui se fait, que Uther et Igerne doivent donner à Merlin, puis Merlin qui donne Arthur à Antor, Arthur qui est élevé par Antor avec son fils, son frère adoptif que. Donc tous ces personnages-là sont introduits par Robert de Boron. Et ensuite, l'épisode sans doute le plus classique, le plus célèbre aujourd'hui, qui est quand Arthur doit retirer l'épée du perron pour prouver qu'il est le roi légitime de Grande-Bretagne, et tous les autres chevaliers qui essayent d'enlever l'épée, qui n'y arrivent pas, etc. Toute cette histoire-là, elle apparaît pour la première fois chez Robert de Boron. Et c'est potentiellement une invention de Robert de Boron. Donc ça, c'est toujours très intéressant quand on regarde la légende arthurienne dans les textes médiévaux, c'est que beaucoup de choses dont on pensait que c'était des choses qui viennent du folklore ancien ou qui viennent des légendes orales, en fait, on peut voir le moment historique où elles sont introduites par un auteur qu'on peut identifier, comme ici Robert de Boron, donc qui est peut-être l'inventeur de tous ces éléments, potentiellement. Et ensuite, ce sont des éléments qui vont rester dans la légende et qui vont rester jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à des films comme Excalibur de John Boorman, jusqu'à The Sword in the Stone, Merlin l'Enchanteur, des studios Disney, et ainsi de suite, qui deviennent des éléments canoniques de la légende. Euh, Robert de Boron introduit ou invente aussi le personnage de Blaise. Vous avez vu peut-être dans l'histoire Blaise, qui est le prêtre qui protège la mère de Merlin et ensuite qui devient le scribe de Merlin. C'est-à-dire Merlin retourne voir Blaise pour lui raconter ses aventures et Blaise écrit le livre du Graal. En fait, il écrit le livre des légendes arthuriennes en réalité. Et le livre que nous lisons, quand nous lisons Merlin, c'est le livre écrit par Blaise en fait dans la fiction. C'est ça en fait. Nous sommes en train de lire le manuscrit copié par Blaise, d'un certain point de vue. Ça aussi, c'est un personnage très important dans les légendes autour de Merlin, qui a un peu disparu dans les versions modernes, mais au Moyen Âge, le personnage de Blaise est vraiment très central. Et la dernière chose que fait Robert de Boron qui est fondamentale, c'est qu'il transforme Merlin en un personnage beaucoup plus positif. Alors que chez Geoffroy de Monmouth, il était beaucoup plus démoniaque. Chez Geoffroy de Monmouth, c'est le fils d'un démon et d'une humaine, mais il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus inquiétant. C'est pas du tout un personnage chrétien. Donc c'est sans doute une des raisons pour lesquelles Geoffroy de Monmouth l'élimine de l'histoire assez vite, en fait. Donc chez Robert de Boron, c'est le fils d'un diable, mais il est protégé par Dieu. Il est baptisé, donc c'est un chrétien, alors que chez Geoffroy de Monmouth, il n'est jamais baptisé. Donc c'est un personnage qui a refusé le baptême et qui donc est du côté du diable.
Mais chez Robert de Boron, il défend la foi chrétienne, il répète à Uther, à Pendragon, à Arthur qu'il faut que les rois doivent défendre la foi chrétienne. Et Robert de Boron en fait aussi un personnage beaucoup plus comique. Il y a plusieurs épisodes comiques autour de Merlin. euh, Quand Merlin rit, par exemple, quand il voit des choses qui lui paraissent ironiques ou paradoxales parce qu'il connaît le futur. Euh, il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus de gaieté autour de Merlin chez Robert de Boron. Donc c'est une vision du personnage euh, beaucoup plus, peut-être pas héroïque, parce que ça reste un personnage très ambigu qui fait des choses moralement problématiques, mais quand même une vision plus positive, plus souriante du personnage. Donc tout ça, ça vient de Robert de Boron. Et aujourd'hui, dans les interprétations modernes des légendes arthuriennes, Merlin est un personnage globalement positif, à cause de Robert de Boron. En fait. Alors sur le roman de Robert de Boron, plusieurs questions se posent. Je ne veux pas trop entrer dans les détails parce qu'on va en discuter, mais une question fondamentale sur le roman de Robert, c'est est-ce que c'est vraiment un roman? Ou est-ce que c'est une collection d'histoires, une collection de contes? On a, il y a quelque temps, dans le club de lecture, on a étudié les Laits de Marie de France, qui est une collection très célèbre de contes courtois. Et Merlin de Robert de Boron, on peut presque l'interpréter comme une collection de laits d'un certain point de vue. Peut-être pas de laits, mais de petites histoires, de petits contes sur Merlin. Il y a un aspect un peu déconnecté. Euh, Alors que dans les romans arthuriens classiques, vous avez une quête chevaleresque. Alors, il y a des épisodes qui sont assez différents, mais vous avez toujours une quête principale qui unifie l'histoire. Alors qu'ici, c'est très difficile de dire quel est le fil narratif du Merlin de Robert. Alors, c'est le personnage de Merlin, mais quel est le but de Merlin? Quelle est la fonction de Merlin? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Alors, j'ai une opinion là-dessus, hein, on peut en parler ensuite dans la discussion. J'ai une opinion sur quel est le but narratif de Merlin dans ce roman et pourquoi est-ce que le roman commence avec la naissance de Merlin et se termine quand Arthur monte sur le trône, mais on en parlera après. Et c'est plus mon interprétation. Donc, c'est pas une vérité absolue. Mais donc, c'était moins une histoire unitaire qu'une succession d'historiettes, si vous voulez. Vous avez d'abord les origines démoniaques de Merlin, donc toute l'histoire de comment un démon va corrompre la famille de la mère de Merlin, et puis ensuite arriver à piéger la mère de Merlin pour qu'un incube puisse la violer pendant la nuit, etc. Donc il y a toute cette histoire assez effrayante, en fait, assez sinistre de la destruction de la famille de Merlin. Puis ensuite, il y a l'histoire de Merlin qui défend sa mère. Donc le jeune Merlin qui peut parler dès sa naissance et qui est déjà aussi intelligent qu'un adulte et qui défend sa mère, notamment grâce à son don de connaissance, grâce à son omniscience. Et il sait que la mère d'un des juges a couché avec un prêtre et qu'enfin son père n'est pas son père, etc. Donc il utilise tous ses pouvoirs pour défendre sa mère. Puis vous avez l'épisode de Merlin et de Vertigier avec la tour, avec les deux dragons, qui est un épisode très frappant, euh, où Merlin aide le roi Vertigier. Puis ensuite, vous avez Merlin qui aide les deux fils du roi Constant, et qui les aide à gagner la guerre contre Vertigier, etc. Ensuite, vous avez l'épisode d'Uther et d'Igerne, comment Merlin aide Uther à prendre l'apparence du mari d'Igerne euh, pour avoir des relations sexuelles avec elle. Euh, et puis ensuite, vous avez l'épisode final de Merlin qui n'est pas vraiment très présent dans cet épisode final d'ailleurs, il est à peu près absent, mais l'épisode de l'épée dans le perron, avec Arthur qui devient le roi légitime de Grande-Bretagne. Donc c'est des épisodes un peu déconnectés, comme ça, un peu autonomes, un peu des sortes d'isolats narratifs, mais qui forment une grande trame un peu hétérogène. Et en plus de ça, j'ai même pas mentionné, il y a beaucoup de petits épisodes annexes très courts, comme L'homme aux trois morts, euh, ou comme la construction de Stonehenge, par exemple, quand Merlin déplace les pierres de Stonehenge. Donc c'est jamais, dans le texte, c'est jamais dit explicitement que c'est Stonehenge, mais c'est ça, hein, pour commémorer la mort de Pendragon. Donc les pierres qui sont amenées dans la plaine de Salisbury, c'est le monument néolithique de Stonehenge, en réalité. Alors, quelques pistes de discussion. Alors, je vais pas m'arrêter ici, c'est pas tout à fait la fin de ce que je voulais dire. Je veux ensuite vous parler du contexte plus large du roman de Robert de Boron, mais quelques pistes de discussion dont on pourra discuter ensuite dans la deuxième moitié de la séance. Premièrement, je pense qu'il y a un contraste intéressant entre Merlin, le Merlin inquiétant, d'une part, il y a des éléments
sombre, négatif, un peu sinistre, diabolique de Merlin dans le roman. Donc l'importance des diables au début, les métamorphoses de Merlin qui sont au Moyen Âge, la métamorphose c'est quelque chose de très inquiétant. La métamorphose est une caractéristique diabolique au Moyen Âge. Puisque normalement ce qui est vrai, ce qui est bon, doit avoir une seule apparence. Le changement d'apparence, c'est nécessairement trompeur au Moyen Âge. Donc les manipulations de Merlin. Et d'un autre côté, le Merlin comique. Donc le rire de Merlin, les prophéties surprenantes de Merlin, les prophéties ironiques, les tours et les ruses, etc., auxquelles se livre Merlin. Je pense qu'on peut discuter aussi de la vision de l'humanité dans Merlin, dans ce roman de Robert. On peut se demander si c'est un roman qui présente une vision assez pessimiste, assez cynique de l'humanité, avec les révélations de Merlin concernent souvent euh, des choses assez honteuses ou des choses assez immorales. Notamment plusieurs histoires de prêtres qui ont des relations sexuelles avec des femmes, par exemple, ou des histoires de trahison, des histoires de honte. Euh, et puis Merlin aide Uther à commettre un crime, hein, à violer la duchesse Hygerne, par exemple. Et ensuite, il manipule Uther et Hygerne pour avoir leur enfant. Donc il y a une vision peut-être assez cynique et assez négative de l'humanité dans ce roman. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est un roman qui croit au progrès et au progrès moral de l'humanité? Puisque c'est un roman, si vous regardez les différents rois du roman, on commence avec un roi très négatif, qui est Vertigier, qui est un roi essentiellement traître, fourbe, avare, égocentrique. Puis les deux fils du roi Constant, qui sont meilleurs que Vertigier, mais qui sont quand même égoïstes, guidés par leur luxure, par leur sexualité, notamment Uther avec Hygerne. Et puis ensuite, le roi Arthur, qui est évidemment le roi légendaire, qui sera un roi juste, généreux, etc. Donc il y a peut-être quand même une vision du progrès dans ce roman, mais on en parlera. Et finalement, on peut parler de la figure de Merlin lui-même. Est-ce que c'est un personnage essentiellement moral ou immoral? C'est un défenseur de la foi chrétienne, mais est-ce que ce que fait Merlin dans le roman est globalement positif? Notamment ouais, autour de l'épisode d'Uther et d'Hygerne, qui est peut-être le plus problématique, mais globalement, est-ce que les manipulations de Merlin en font un personnage juste ou au contraire un personnage plus problématique. Donc on parlera de tout ça, puis je suis sûr que vous aurez beaucoup d'autres choses à discuter. Alors, je veux finir en parlant juste un tout petit peu de ce roman dans son contexte plus large, parce que si vous avez lu le roman, vous avez vu qu'il fait référence à d'autres textes, en fait. La fin du roman annonce d'autres romans qui vont suivre, et le roman aussi mentionne d'autres textes plus anciens, précédents, notamment le Joseph. Et c'est un roman justement au Moyen Âge qui est très souvent connecté avec d'autres textes. Donc c'est de ça que je veux parler un petit peu. En fait, pour tout vous dire, pour vous parler un peu de moi, c'était le sujet de ma thèse de doctorat. En fait, j'ai étudié les cycles arthuriens, donc justement tous ces romans en prose qui sont connectés et qui sont généralement collectés ensemble dans les manuscrits. Autour de Merlin et d'autres textes. Donc, tous ces phénomènes d'interconnexion, c'était mon sujet de doctorat, donc j'ai l'obligation intellectuelle de vous en parler un tout petit peu, mais je vais vous dire très brièvement pour que vous compreniez un peu les références dans le texte. Donc Robert, comme je disais, il a écrit deux romans, Joseph et Merlin, qui servent de prélude à l'univers arthurien. Et les deux romans sont souvent copiés ensemble, en fait. Très souvent dans les manuscrits, vous avez le binôme Joseph-Merlin, donc on les lisait très souvent ensemble. Mais dans deux manuscrits particuliers, ils sont complétés d'un troisième texte qu'on appelle Perceval, qui n'a pas vraiment de titre, euh, et qui raconte la quête du Graal. Donc c'est pas le Perceval de Chrétien de Troyes, qui est un texte plus ancien, c'est un Perceval un peu unique qui existe seulement dans deux manuscrits, et qui a peut-être été écrit par Robert de Bron aussi. Donc tout ça est en prose, hein, c'est dans les manuscrits en prose, bien sûr. Et ce Perceval raconte la quête du Graal et aussi la chute du royaume d'Arthur. C'est un texte assez court. Donc vous avez dans deux manuscrits une petite trilogie comme ça, qu'on appelle souvent la trilogie du pseudo Robert de Boron, parce on pense que c'est pas lui qui a écrit le Perceval. Mais surtout, pour compliquer encore plus les choses, dans plus de 40 manuscrits,
le Merlin est inséré dans un cycle romanesque beaucoup plus large. Donc il y a des gens qui ont pris Merlin de Robert de Boron, donc ils ont enlevé Joseph, ils ont enlevé Perceval, ou en tout cas ils connaissaient pas Perceval peut-être, mais ils ont pris juste Merlin et ils l'ont mis avec d'autres textes. Et ce cycle, on l'appelle soit le cycle Vulgate, parce que c'est le plus répandu, donc le Vulgate comme la Bible Vulgate, qui est la version la plus répandue de la Bible en latin au Moyen Âge. Donc le cycle Vulgate ou le cycle Lancelot Graal, parce qu'il se focalise beaucoup sur le personnage de le chevalier Lancelot. Et le Merlin, dans le cycle Vulgate, reçoit une très longue suite qui poursuit la vie de Merlin jusqu'à sa disparition. Donc si vous trouvez que Merlin de Robert de Boron s'arrête de manière un peu abrupte, avec l'arrivée d'Arthur sur le trône, et puis après on n'entend plus parler de Merlin ou d'Arthur, et ben, plusieurs auteurs médiévaux ont considéré que c'était problématique et donc ont fait des très longues suites à Merlin. Donc il y a une suite en particulier, mais il y en a eu plusieurs. Donc juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble ce cycle du Lance-le-Graal. Alors là, vous avez une illustration qui représente Arthur qui retire l'épée du perron et qui ensuite est dans la partie inférieure est couronné roi par l'archevêque. Donc vous avez dans le cycle du Lance-le-Graal, la partie la plus ancienne, c'est le Merlin de Robert de Boron, qui a été écrit avant le cycle, donc vers 1200. Le premier roman du cycle du Lance-le-Graal, vraiment, c'est un roman qui s'appelle Lancelot, qui a été écrit vers 1210. Donc tout ça est en prose. Donc on est vraiment en train de développer des textes en prose à ce moment-là. Et le Lancelot en prose, c'est un roman énorme qui fait des milliers de pages en réalité. Dans les éditions modernes, il fait à peu près 4000 pages. C'est un roman gigantesque et qui raconte les aventures de dizaines de chevaliers. Lancelot est le personnage central, mais en fait, c'est tous les chevaliers de la table ronde. Il y a énormément d'aventures diverses et variées dans Lancelot. Puis, après Lancelot, vers 1215, ce sont des romans anonymes. On a écrit une quête du Saint Graal qui raconte justement la quête du Graal. Et puis, on a écrit un roman de la mort du roi Arthur, encore anonyme. Donc, les trois romans, Lancelot, quête et mort Arthur, vont ensemble. Et puis, on a décidé ensuite d'ajouter avant ça le Merlin de Robert de Boron dans cette série de romans. Donc, on a pris le Merlin qui était plus ancien que les trois autres et on l'a mis dans le cycle. Et pour entourer le Merlin, on a écrit une histoire du Saint Graal vers 1220. Donc, on n'a pas pris le Joseph de Robert de Boron, on a écrit un nouveau roman qui raconte à peu près la même chose, mais qui est beaucoup plus long, donc il s'appelle l'histoire du Saint Graal. Et puis, comme vous voyez, il y a un trou entre la fin de Merlin et le début de Lancelot, parce qu'au début de Lancelot, Arthur est déjà un roi mûr, qui est roi depuis très longtemps, la table ronde existe depuis très longtemps, et au début de Lancelot, Merlin a disparu. Il n'est plus là. Donc, on a écrit une suite du Merlin pour connecter la fin de Merlin et le début de Lancelot. Et donc, la suite du Merlin, c'est le dernier roman qu'on a écrit dans le cycle, vers 1225 sans doute. Mais la suite du Merlin est très très longue. Elle est, euh, elle est peut-être 4 à 5 fois plus longue que le Merlin de Robert de Boron. Dans les éditions modernes, elle fait facilement 800 pages environ. Donc c'est un roman énorme où il se passe énormément de choses. Euh, c'est un roman un peu ennuyeux aussi. Il y a beaucoup de batailles, beaucoup de guerres contre les Saxons, contre des barons rebelles, etc. Mais ça termine l'histoire de Merlin, en fait. Alors qu'est-ce qui se passe justement? Qu'est-ce qui arrive à Merlin après le Merlin de Robert de Boron? Alors en fait, il y a plusieurs suites concurrentes qui ont été rédigées au XIIIe siècle. Il n'y a pas seulement la suite, il y a pas seulement la suite du Merlin dans le cycle du Lance-le-Graal, il y en a eu plusieurs, mais euh, elles sont toutes confrontées au même problème, les suites de Merlin. C'est que Merlin, c'est un personnage qui embarrasse les auteurs de romans en raison de son omniscience. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut écrire un roman excitant avec du suspense si l'un des personnages principaux sait tout du passé et de l'avenir? Vous ne pouvez pas créer du suspense narratif, vous ne pouvez pas créer un récit dynamique si un des personnages principaux sait déjà ce qui va se passer. Donc, dans les cycles arthuriens, il y a toujours un moment où il faut tuer Merlin, en fait, ou le faire disparaître, ou le mettre dans une situation où il ne peut plus intervenir dans l'histoire. C'est nécessaire pour créer ensuite des histoires excitantes, en fait, des histoires stimulantes. Euh, et donc, au début du Lancelot, dans le cycle du Lancelot Graal, on nous explique au début du Lancelot que Merlin a déjà disparu. Donc il ne va pas poser de problème narratif. Et donc les suites de Merlin doivent le faire disparaître. Les suites du Merlin cherchent à faire mourir Merlin. Le problème, c'est que Merlin
Merlin est immortel, Merlin est indestructible, etc. Donc c'est très difficile de faire mourir Merlin. Il va pas mourir de vieillesse, en fait. Donc, la solution dans toutes les suites de Merlin, c'est d'introduire un personnage fondamental qui est une jeune femme qui s'appelle Viviane ou Ninian. Dans les versions anglaises, elle s'appelle Nimue chez Thomas Mallory. C'est le même personnage. Et Merlin tombe amoureux de cette jeune femme. Donc cette jeune femme, il accepte de lui apprendre toute sa magie en échange de ses faveurs. Donc il y a différentes versions. Dans certaines versions, Viviane est plutôt un personnage positif, et donc elle est vraiment amoureuse de Merlin. Et donc elle accepte la séduction de Merlin, mais elle apprend ensuite toute sa magie. Dans d'autres versions, Viviane est un personnage plus négatif qui manipule Merlin, en fait. Et elle n'a aucun intérêt pour Merlin. Et donc elle utilise la magie pour faire croire à Merlin qu'ils couchent ensemble, mais en fait c'est une illusion. Donc elle manipule entièrement Merlin. Dans tous les cas, dans toutes les versions, lorsque Viviane a assez appris de Merlin, elle emprisonne Merlin. Il y a deux sortes de prisons selon les versions. Dans les versions plus positives, elle l'emprisonne dans une prison d'air, donc une sorte de tour invisible, euh, où il est emprisonné éternellement, mais il peut continuer à étudier. Et puis Viviane vient le voir périodiquement parce qu'elle l'aime, donc elle vient le voir dans sa prison d'air et elle lui apprend ce qui se passe dans le monde. Mais dans les versions plus négatives, dans les versions où Viviane est plus maléfique, elle l'emprisonne dans un tombeau. Elle l'emprisonne vivant dans un tombeau. Et euh, donc encore aujourd'hui, il y a plusieurs endroits en Bretagne et en Grande-Bretagne qui prétendent être le lieu du tombeau de Merlin. Et le tombeau de Merlin le plus célèbre est en Bretagne armoricaine, dans la forêt de Brocéliande. On peut le visiter encore aujourd'hui. Donc ça, c'est les versions plus négatives de la légende, où Merlin est emprisonné vivant dans une tombe. Puis Viviane devient ensuite la Dame du Lac, qui adoptera Lancelot dans le roman de Lancelot. Donc ça devient un personnage fondamental de la légende arthurienne. Mais tous ses pouvoirs magiques viennent de Merlin. Donc la Dame du Lac remplace Merlin comme personnage magique fondamental de la légende arthurienne. Mais de manière cruciale, la Dame du Lac n'a pas le don de prophétie. La Dame du Lac ne connaît pas l'avenir. Donc, les histoires des chevaliers, les quêtes chevaleresques redeviennent libres, en fait, et redeviennent incertaines. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour les auteurs à ce moment-là. Voilà, je finis en vous montrant quelques représentations visuelles de Merlin dans les manuscrits. Ici, vous avez une représentation de la fin du XIIIe siècle, donc juste disons, moins d'un siècle après l'écriture du roman par Robert. J'ai choisi à chaque fois de vous montrer Merlin et Blaise, parce que c'est un motif pictural très populaire dans les manuscrits, Merlin qui dicte ses aventures à Blaise. Et là, vous avez une vision de Merlin très classique, ou en tout cas qui nous paraît classique pour nous aujourd'hui. Donc Merlin est à gauche. Il porte une cape, donc il a un vêtement de voyageur, puisque c'est un personnage qui voyage, qui n'est pas en un seul endroit, il porte des chaussures, alors que Blaise est pieds nus, et Blaise a le sommet de la tête tonsuré, donc il est habillé comme un moine ou comme un ermite, et il est dans quelque chose qui ressemble à une chapelle, donc un ermitage ou une chapelle, donc il est dans un contexte religieux. Et donc il écrit ce que lui dicte Merlin. Ils sont tous les deux barbus. La barbe est un signe d'âge et un signe de sagesse aussi, puisque c'est le signe du passage à l'âge adulte. Donc c'est un Merlin barbu, un Merlin sorcier, donc une vision que nous trouvons classique. Vous voyez que Blaise a deux instruments dans ses mains. Dans sa main droite, il a une plume pour écrire, et dans sa main gauche, il a un couteau pour gratter. Quand on fait des erreurs, on peut pas, pour effacer, on doit gratter avec un couteau. Donc c'est pas deux plumes, c'est une plume et un couteau. Mais ça, c'est pas une représentation forcément typique au Moyen Âge. J'ai commencé avec une représentation qui nous paraît familière, mais ici, vous avez une représentation à peu près de la même époque, fin du XIIIe siècle, mais où vous voyez, donc à gauche, vous voyez Blaise et Merlin, mais Merlin, c'est le petit, c'est le personnage jeune, puisque Merlin est très jeune dans la plupart des histoires. Dans le roman de Robert de Boron, Merlin est assez jeune. Donc c'est toujours Merlin qui dicte des choses à Blaise, et Blaise est représenté comme un homme vieux et sage, assis en train d'écouter Merlin, mais, euh, mais on a un Merlin enfant ici, ou un Merlin adolescent. Puis à droite, c'est Merlin avec un des conseillers de Vertigier, en fait, euh, encore en train de lui expliquer des choses. Et troisièmement, je vais vous montrer encore une autre vision de Merlin, qui est peut-être ma préférée.
Alors ici, vous avez encore Merlin et Blaise. Donc Blaise classique, habillé comme un moine dans son ermitage, tout ça est normal. Mais ici, vous avez Merlin assez jeune, mais surtout Merlin avec les cheveux d'un homme sauvage, d'un homme fou, en fait. Il a quand vous comparez avec les cheveux ici, là, vous avez Merlin avec des cheveux bien coiffés, des cheveux civilisés, si vous voulez. Ici, vous avez l'homme de la nature, l'homme de la forêt, l'homme animalisé, en fait, avec des cheveux complètement décoiffés. Donc là, c'est une représentation visuelle qui évoque justement la folie, l'irrationalité, le monde naturel, etc. Donc c'est une vision qui ressemble beaucoup plus au Mervyn Wilt du folklore gallois. Finalement, un autre type de représentation que que les illustrateurs médiévaux aiment beaucoup, pour finir, c'est la représentation du Conseil des diables au début du roman. Et comme c'est la première scène du roman, c'est une scène qui est souvent représentée au début du roman, donc souvent de manière très splendide, parce que dans les manuscrits médiévaux, on va souvent commencer un texte avec une illustration plus splendide que les autres, donc c'est très souvent le Conseil des diables, ici avec de la feuille d'or pour décorer, vous avez les diables en haut, qui ont des têtes sur les genoux, sur les épaules, même sur les fesses, c'est assez drôle. Et puis en dessous, vous avez l'incube qui viole la mère de Merlin dans son lit. Et jusqu'à la fin du Moyen Âge, ça reste un des motifs les plus populaires dans les illustrations. Là, vous avez un manuscrit très luxueux de la toute fin du Moyen Âge, fin du XVe siècle, où vous avez juste le conseil des diables et puis une représentation très baroque de l'enfer, avec les pécheurs qui sont brûlés dans un chaudron. Enfin, c'est très frappant, très spectaculaire. Et alors ça, c'est une des illustrations les plus complexes du début. C'est la dernière image que je vais vous montrer. Illustration très complexe du début du Merlin, puisque vous avez à gauche, vous avez le conseil des diables en enfer, avec cette figure de Satan, avec une tête dans le ventre et une couronne, enfin très impressionnante. Mais vous avez aussi en bas à droite les démons qui tuent les animaux du troupeau du grand-père de Merlin. Et puis vous avez dans la maison, à gauche dans le lit, vous avez le diable qui vient coucher avec la mère de Merlin. Et vous avez aussi la sœur, non, c'est pas la sœur, c'est la mère de la mère de Merlin qui se pend dans la maison. Donc une vision picturale très frappante. Voilà. Hop, j'ai fini. Je veux juste vous montrer le manuscrit de Merlin en vers. Vous allez voir, c'est très rapide parce que c'est pas intéressant. Euh, le voilà. Donc ça, c'est les seules reproductions qu'on a sont en noir et blanc, malheureusement. On peut le consulter à la Bibliothèque nationale de France, mais il n'a pas été numérisé en couleur. Donc c'est un manuscrit très minimaliste avec le texte de Merlin qui commence ici, là où il y a le M, Mutful et Anomis Courtiets, qui veut dire l'ennemi, les démons étaient très en colère. Quand un fer fut ainsi brisiet, quand l'enfer fut brisé, quand Jésus descendit en enfer pour libérer les âmes. Donc, comme vous voyez, il n'y a rien qui marque que c'est le début d'un nouveau roman. Vous avez les derniers vers de Joseph ici, juste avant, puis Merlin commence ici, mais il n'y a rien vraiment qui marque que c'est un nouveau roman, puisque si on regarde d'autres pages avant, il y a d'autres initiales ornées, mais qui sont pas pour marquer quoi que ce soit. Mais c'est le début du Merlin. Et si on va tout à la fin du manuscrit, vous allez voir la fin. Est-ce que c'est... Alors, hop, voilà, vous avez la dernière page qui s'arrête au milieu du texte parce que simplement on n'a pas les pages suivantes, on a juste perdu le reste. Donc c'est un manuscrit en très mauvais état, vous voyez les pages ici. Et, mais c'est un manuscrit exceptionnel parce que si on n'avait pas conservé ce manuscrit, on n'aurait jamais su que Merlin et Joseph existaient d'abord en vers. En fait, on aurait cru que c'était des romans qui avaient été écrits d'abord en prose, dès l'origine. Donc, moi, j'aime toujours ça dans la littérature médiévale, quand on a une connaissance, quand on a un morceau d'information qui repose sur des preuves extrêmement limitées comme ça. Ce manuscrit, on aurait pu le perdre, on peut encore le perdre. Euh,
Si on l'avait perdu, cette information-là, qui est quand même capitale, aurait été perdue complètement. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là quand même. Mais je serais heureux de discuter un peu avec vous de ce roman. Qui voudrait, qui a des questions, des interrogations, même si vous l'avez pas lu. Corinne? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre euh, Merlin Poilu et vous avez dit dans une autre discussion que Arthur c'était un ours et que ça représentait l'ancienne Bretagne, Grande-Bretagne. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce lien? Est-ce que ça existe ou pas? Et c'est très intéressant comme question. Vous avez raison, il y a potentiellement une connexion. Oui, parce que le nom d'Arthur vient probablement d'un mot breton qui veut dire ours. Absolument. Et ouais, c'est vraiment intéressant comme idée. Je dois dire que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans la critique. Mais je pense qu'il y a potentiellement un lien, puisque de toute façon, Merlin et Arthur viennent en partie de la même source légendaire, le personnage d'Ambrosius. Donc oui, le, le- l'image des poils dans la culture médiévale, les personnages très, très poilus, c'est une image qui est souvent ambiguë parce que c'est une image qui est du côté de l'animalité, donc l'ours, la forêt. C'est une image qui est du côté du diable aussi. Les démons sont souvent représentés comme très poilus, mais c'est aussi une image qui est utilisée pour plusieurs saints, plusieurs figures saintes, notamment tout ce qu'on appelle les saints du désert. Donc tous les saints qui vont vivre, qui vont s'isoler dans le désert ou dans la forêt ou dans la montagne. Et il y a une tradition dans la géographie médiévale, donc le culte des saints, il y a une tradition des saints velus, donc des saints qui vivent dans la forêt ou dans des grottes et qui deviennent couverts de poils. Donc qui retournent du côté de l'animalité parce qu'ils refusent la corruption de la civilisation humaine en fait. Et souvent, on a des saints velus hommes et des saints velus femmes aussi. Vous avez des représentations dans les manuscrits et dans les vitraux médiévaux de saintes qui ont des très très longs cheveux et qui ont le corps complètement recouvert de poils. Notamment une sainte qu'on appelle Sainte Marie l'Égyptienne. Euh, donc la pilosité abondante a, a des représentations, enfin des valeurs sémantiques très variées. Mais c'est toujours du côté de l'exceptionnel. Donc je pense que oui, je pense que de toute façon, Arthur, l'ours, Merlin poilu, Merlin sauvage, Ambroise, tout ça est du côté du héros exceptionnel, de toute façon. Ouais. Mais c'était vraiment une bonne question, c'est intéressant comme connexion. Ouais. Michel, est-ce que vous avez une question? Oui, mais j'étais intéressée à ce que vous avez dit sur le fait que ce personnage est très difficile à écrire parce qu'il sait ce qui va arriver en avenir et il sait il connaît le passé aussi. Et quand je lisais le roman Oui. ou les histoires, je me demandais si Robert de Boron savait ça. Parce que ça c'est plus une façon moderne à penser, peut-être il ne savait pas. Ouais. Hem, j On voit ça dans ça me fait penser un peu du film, Matrix où il y a un œil qui permet, la personne à voir l'avenir mais, en le personnage pense qu'il voit l'avenir, mais il voit pas vraiment, je pense que c'était pris de cette histoire, Ouais, peut-être. ouais. Et vous avez absolument raison. C'est un vrai problème. Et c'est un problème qu'on voit plus aujourd'hui parce que avec le développement de la science-fiction, de la fantasy, etc., euh, c'est un problème que les auteurs modernes se posent beaucoup, le problème des personnages omniscients ou prescients qui peuvent voir l'avenir. C'est le problème des voyages dans le temps, etc. Mais au Moyen Âge, euh, je pense que c'est un problème que les auteurs se posaient aussi. Euh,
Alors, est-ce que Robert de Boron lui-même s'est posé le problème? Probablement pas, peut-être pas, parce qu'il écrit un texte très court, en fait. Donc, dans un texte court, ça pose moins de problème. Et puis, le sujet de son roman, c'est vraiment que Merlin sait tout. Alors, en fait, c'est ça, Ouais. d'un certain point de vue. Donc, du coup, il peut développer un roman un peu court qui montre ce personnage qui sait tout. Mais c'est quand on veut développer quelque chose de plus long, comme des cycles beaucoup plus longs, et que Merlin devient simplement un personnage secondaire, mais présent, Oui, c'est là qu'on a un les problème. mystères, oui, il s'en va exactement au moment où tu as besoin. Il n'est Ouais, pas là, puis c'est ça. il revient plus tard et Et on en va fait, chercher. le premier texte qui introduit l'histoire de l'emprisonnement de Merlin par Viviane, c'est pas une des suites du Merlin, c'est en fait le Lancelot, écrit vers 1210. Au début du roman de Lancelot, l'auteur nous dit, il nous parle de la Dame du Lac, il dit voilà, la Dame du Lac, c'était l'élève de Merlin, mais Merlin n'existe plus, Merlin a été emprisonné, je vais vous expliquer pourquoi. Et il fait tout un épisode de flashback où il nous raconte comment Merlin a été emprisonné. Donc ça paraît très délibéré au début du Lancelot de dire Merlin n'existe plus, je ne veux pas en entendre parler, il y a pas de Merlin dans mon histoire. Mm. Parce qu'il n'y avait pas besoin de faire ça en fait. Et en fait, quand on compare les suites de Merlin avec les autres romans, c'est vrai que les suites de Merlin sont des romans qui sont un peu ennuyeux, comme je disais, parce que c'est des romans où c'est difficile de créer du suspense. Euh, et parce qu'il faut trouver des solutions artificielles où Merlin s'en va, il dit ah, je dois partir en voyage, ou je dois aller dans la forêt. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que Robert de Boron introduit cette idée que Merlin doit aller périodiquement dans la forêt. Parce que, donc il y a une connexion folklorique, hein, c'est Merlin Wild, bien sûr, Mm. mais c'est aussi parce que ça permet de réintroduire de l'incertitude dans l'histoire. Voilà. Oui. Mais aussi, les gens croyaient en destin, hein, n'est-ce pas? Il Oui. croyait, il croyait en Donc, deux choses, en fait. peut-être il ne sera pas déçu si des choses sont Alors, les sont gens, arrivées comme le destin voulait. Peut-être c'est réconfortant pour des gens comme ça, je ne sais pas. au Pas Moyen très- Âge, oui, mais c'est ambigu. Au Moyen Âge, les chrétiens, en tout cas, croient, euh, croient que l'avenir est à peu près déjà dessiné, parce que Dieu sait tout, mais Dieu sait tout parce qu'il existe en dehors du temps, donc bon, c'est compliqué. Mais en même temps, le christianisme médiéval croit aussi au libre arbitre, donc on peut faire des choix libres. Donc l'avenir n'est pas complètement tracé. Mais dans la culture médiévale chrétienne, il y a deux forces qui influent sur le destin. Et il y a une force qui est la providence, donc c'est l'intervention divine, en fait, c'est Dieu qui guide l'humanité. Et il y a une deuxième force qui est la fortune. Et la fortune est beaucoup plus du côté du hasard. Euh, Ah, mais en même temps, les médiévaux croient beaucoup à l'astrologie, par exemple, et au fait que les étoiles nous influencent, etc. Euh, mais il y a toujours des débats. Par exemple, les grands théologiens médiévaux ont beaucoup critiqué l'astrologie en disant l'idée que les étoiles contrôlent notre destin, euh, c'est une façon de ne pas croire au libre arbitre ou de ne pas croire en la puissance divine. Donc il y a un conflit entre croire en l'astrologie et croire en Dieu et croire à la liberté humaine. Donc c'est ambigu. Mais c'est sûr que dans les romans où Merlin existe, euh, bah, l'avenir clairement est déterminé, en fait. C'est des romans déterministes, puisque Merlin sait tout. Donc ça veut dire que tout est déjà écrit. Sinon, il ne pourrait pas tout savoir. Donc c'est un peu compliqué. Et je pense que Merlin est un personnage qui crée un problème, même un problème métaphysique, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire de dire que Merlin sait tout? Est-ce que ça veut dire que toutes ces histoires-là ne servent à rien, en fait, puisque tout a déjà été décidé? Donc, on comprend que les auteurs veulent se débarrasser de Merlin. Mais mhm. alors dans la trilogie, la petite trilogie qui existe dans deux manuscrits, Merlin n'est jamais emprisonné et il survit jusqu'à la fin. Mais à un moment, il disparaît de l'histoire. Simplement, Perceval va chercher le Graal et Merlin juste disparaît. On ne le voit plus. Mais c'est un peu artificiel, quoi. Donc c'est ouais. Merlin est un personnage. Je pense que les auteurs, bah, c'est pas seulement moi qui pense ça, hein, mais beaucoup de spécialistes de ces textes pensent que les auteurs étaient conscients du problème narratif que posait Merlin.
Alors, je vois une main de Jennifer. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça me fait plaisir comme d'habitude. Merci. Surtout pendant votre année sabbatique, j'étais étonnée. Merci, c'est gentil. Je me demandais si vous puissiez nous donner une ligne de temps pour situer tous les livres qu'on a étudiés ensemble, parce que je me demande où se situe ce livre à peu près des autres. Ouais, très bonne question. Alors, les autres, c'est le livre. Alors, c'est de tous les livres médiévaux qu'on a lus dans le club de lecture, c'est le moins ancien. Il n'est pas beaucoup moins ancien, mais euh, quand on a lu Tristan et Iseult, Les Laits de Marie de France et Le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes, ces trois romans-là enfin ces trois textes-là sont à peu près contemporains. Donc le dernier tiers du XIIe siècle, les années 1160-1170. Et c'est des textes, donc tous écrits en vers, en octosyllabes, à la même époque. Pas exactement au même endroit, mais alors si Tristan et Iseult de Béroul et Les Laits de Marie de France ont été écrits sans doute en Angleterre, Le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes a été écrit en Champagne. Mais c'est des régions qui sont connectées, qui communiquent beaucoup culturellement. Euh, Merlin de Robert de Boron a été écrit une génération plus tard, vers 1200, donc à peu près 30 ans plus tard. Euh, Robert de Boron n'a probablement pas connu Chrétien de Troyes, puis Robert de Boron est dans l'est de la France. Je vais juste chercher je vais vous montrer une carte. Donc Robert de Boron est dans l'est de la France, un peu plus loin de la Champagne. Euh, et c'est un auteur de romans plutôt de deuxième génération, en fait, qui est sans doute influencé par tous ces textes, sans nécessairement avoir fréquenté ces auteurs-là. Mais en même temps, euh, son seigneur, c'est Gauthier de Montbéliard, qui fait partie de la quatrième croisade, et la cour de Champagne est très impliquée dans les croisades, dans la troisième, la quatrième croisade. Donc c'est possible quand même qu'il ait eu des contacts. C'est ambigu, mais c'est vraiment un texte de deuxième génération. Et donc ensuite qui sera traduit en prose, en quelque sorte, ou adapté en prose. Mais on est toujours dans le même système, hein, système féodal, c'est vraiment le même monde, hein, puisque c'est seulement 30 ans plus tard, hein, bien sûr. Mais, euh, mais on, on voit des signes que c'est un texte de deuxième génération, pas seulement parce qu'il est adapté en prose, mais le fait que ce soit une sorte de prélude, une sorte de prequel. Ça, c'est nouveau. Le fait que le protagoniste ne soit pas un chevalier, mais un personnage de sorcier, de prophète. Euh, le fait que c'est un texte qui abandonne presque entièrement la thématique amoureuse, courtoise. En fait, la seule histoire amoureuse, c'est l'histoire d'Uther et d'Igerne, mais c'est en fait, c'est pas une vraie histoire d'amour, puisque c'est une histoire d'obsession, d'obsession sexuelle, en fait, hein. Uther, tout ce qu'il veut, c'est coucher avec Igerne, et il la trompe pour pouvoir coucher avec elle. Donc, c'est pas une histoire d'amour courtois du tout. Au contraire, c'est une histoire de violence amoureuse. Euh, donc tout ça, et l'aspect très chrétien aussi, le côté très qui insiste beaucoup sur l'importance du christianisme et de l'obéissance à la loi chrétienne, c'est quelque chose qui est plutôt comment dire, de l'idéologie du XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, qui commence hein, à ce moment-là, est un siècle beaucoup plus religieux, beaucoup plus strict moralement, beaucoup plus restrictif, beaucoup plus rigoureux que le XIIe siècle. Le XIIe siècle, c'est un siècle de plaisir aristocratique, c'est un siècle beaucoup plus égalitaire entre les genres, entre les hommes et les femmes. C'est le siècle de l'amour courtois, des plaisirs aristocratiques, des plaisirs de la cour, alors que le XIIIe est un siècle de croisade, un siècle universitaire, un siècle de théologie et un siècle de restrictions religieuses et d'intolérance religieuse aussi. Beaucoup plus de persécutions envers les Juifs, par exemple, au XIIIe siècle. Euh, donc, euh, donc Merlin de Robert de Boron annonce un peu ce changement de mentalité du XIIIe siècle. Alors, je vais juste vous montrer euh, le, la carte pour que vous voyez. Voilà. Une petite carte de France. Donc, bon, c'est la France médiévale n'a pas les mêmes frontières. Mais donc, Marie de France est
Tristan et Iseux, c'est composé sans doute en Angleterre. Tristan et Iseux peut-être en Normandie ici, mais bon, la Normandie et l'Angleterre, c'est le même monde à cette époque. Alors que Chrétien de Troyes, lui, est actif en Champagne, donc la Champagne, c'est par ici. Voilà, autour de, non, oui, de Dijon, Troyes. Troyes, c'est ici, donc Chrétien de Troyes. Alors que Robert de Boron, lui, est beaucoup plus vers l'est, vers ici, vers Belfort, Montbéliard. Montbéliard est ici que vous pouvez voir. Et le petit village de Boron, est-ce qu'on peut le trouver d'ailleurs? Hop, voilà. Mignon. C'est là. C'est très petit, vous voyez, la photo sur Google Maps, c'est un champ vide. Il y a vraiment pas grand-chose à Boron. C'est pas, euh, c'est pas un Bon, beau village médiéval ou quoi que ce soit, malheureusement. oui, bon. Donc, voilà. Et là, on est vraiment, mais c'est un univers, c'est un monde intéressant, l'environnement Montbéliard, Belfort, parce qu'on est vraiment à la frontière entre deux univers linguistiques, l'univers francophone, l'univers germanophone. Donc c'est un monde de contact et c'est aussi un monde, c'est un lieu de passage pour toutes les armées qui vont vers la croisade. Elles vont souvent passer vers par ce genre de région. Donc Robert de Boron n'est pas quelqu'un d'isolé, c'est sans doute quelqu'un qui communique avec beaucoup d'autres communautés intellectuelles et culturelles. Voilà. Michel, Excellent. Merci, Patrick. je vous en prie. Michel, vous vouliez poser une question? Euh, hmm, j'ai besoin d'un moment Ouais, parce pas de que, problème. non, parce que je pense à ce que vous avez dit. Donc. Ben, Il y a Cor- ouais, plus Pardon, tard. il y a Corinne aussi qui a posé une question dans le Ah, chat. ah ben, je vais Vous prendre la avez dit question. qu'il y a un lien entre la prophétie et la folie au Moyen Âge. Est-ce qu'il y a un lien entre le personnage du fou du roi et un personnage comme Merlin, comme dans Shakespeare? Ouais, excellente question, parce que justement chez Shakespeare, les fous ont souvent un don, pas forcément de prophétie, mais de lucidité. Ils sont souvent plus sages que les sages, en fait. Et ça, chez Shakespeare, c'est à la fois quelque chose qui vient d'une tradition médiévale, mais qui est aussi nouveau. C'est aussi dans une sorte de tradition baroque, d'incertitude baroque de la Renaissance, l'idée du renversement des valeurs. Euh, Au moment où écrit Robert de Boron, l'idée du fou du roi n'est pas encore pleinement entrée dans la culture, en fait. C'est le fou du roi, c'est quelque chose qui va se développer plus vers la fin du Moyen Âge, cette espèce de fonction sociale et culturelle. Mais il y a quand même des personnages de fous à la cour royale, euh, puisque la culture médiévale autour de la maladie mentale, en fait, et autour de la santé mentale, la culture médiévale est beaucoup plus... D'un côté, elle est beaucoup plus négative que la culture moderne parce que on va souvent se moquer des fous, etc. Et puis on va les stigmatiser, hein, il y a une marginalisation. Mais c'est aussi une culture beaucoup plus accueillante puisque on va inclure les personnes qui ont des troubles mentaux à la cour, dans la société, et on va leur donner une valeur qui est une valeur parfois comique, hein, malheureusement, hein, mais parfois aussi une valeur de sagesse, euh, une valeur d'innocence morale, etc. Et donc le fou, entre guillemets, au Moyen Âge, est quelqu'un qui fait partie de la communauté et à qui on donne une position, à qui on donne des responsabilités, les responsabilités qu'on peut lui donner, en fait. Et donc très souvent dans les romans arthuriens, il peut y avoir des fous ou des personnages, en tout cas, irrationnels, pour des raisons diverses, et auxquels on donne une certaine valeur. Euh, donc on trouve des personnages qui ressemblent un peu à ce qu'on va ensuite appeler le fou du roi. Et Merlin ressemble un peu à ça, c'est vrai. La différence, évidemment, c'est que euh, nous, on voit les choses du point de vue de Merlin. Donc, Merlin est perçu comme un fou par plusieurs personnages, perçu comme un personnage déraisonnable et irrationnel, mais nous, on voit la rationalité supérieure de Merlin. On sait ce qu'il sait et on sait qu'il ne faut jamais parier contre Merlin. On sait c'est toujours Merlin qui va gagner. Euh, mais vous avez un personnage de fou. Alors, il y a un personnage intéressant dans la tradition arthurienne qui est un peu un personnage de fou et qui est que le frère adoptif d'Arthur. Euh,
puisque dans Merlin, vous avez vu que Merlin demande à Antor que Arthur soit allaité par la femme d'Antor. Donc ils reçoivent le lait de la femme d'Antor, qui est un lait aristocratique en fait, parce que Antor est un pauvre chevalier, mais c'est un chevalier. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de la noblesse. Et donc que va être nourri par une nourrice, mais donc une nourrice du peuple, une nourrice des classes populaires. Et dans les romans arthuriens, ça a une conséquence sur la personnalité de Que, en fait, qui devient donc un personnage beaucoup plus rustique, beaucoup plus grossier, beaucoup moins civilisé, parce qu'il n'a pas eu du bon lait aristocratique, en fait. Et donc, Que est souvent un personnage déraisonnable, grossier, ordurier, misogyne, vaniteux, vantard. On le voit si vous avez lu Le Chevalier au Lion, qu'on a fait dans le club de lecture l'an dernier, Que est un personnage extrêmement déraisonnable. Et dans tous les romans arthuriens, Que est un personnage extrêmement problématique. Et donc, il joue souvent un peu ce rôle de. C'est pas vraiment un personnage de fou exactement, mais un personnage de à la fois comique, problématique, un peu disruptif dans les romans. Dans le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, Que se bat avec un fou, justement. Donc, c'est évidemment, quand on se bat avec un fou, c'est dégradant pour tout le monde. Donc, il se bat avec un fou et il le jette même dans un feu. Enfin, il tue pas le fou, hein, mais parce que le fou prédit que Perceval sera un grand chevalier. Et donc, Que se moque de lui. Et donc, ouais, mais Que, c'est le contraire de Merlin. C'est-à-dire qu'il faut toujours parier contre Que, parce que est un imbécile qui ne comprend rien et qui est toujours ridicule. Voilà. Alors, donc, Michel, est-ce que vous avez. Oui. Oui, mais c'est un peu, je veux aller un peu en arrière quand parler de le personnage de fou ou de personne ayant des problèmes de santé mentale qui a aussi, qui est doué d'une certaine façon, peut-être il sait des choses que les autres ne savent pas. Ça me fait penser à un cours de psycho que j'ai pris où le prof a dit que les gens qui sont en bon état mental sont trop optimistes et ceux qui sont déprimés sont plus, sont un peu doués et peuvent voir l'avenir mieux que les autres. Parce que nous, qui sommes en bon état mental, on pense qu'on va gagner le loto. Mais ceux qui ont un problème de santé mentale, ils savent qu'ils vont perdre. Donc, je ne sais pas s'il y a une connexion avec cette tradition des gens, des fous. Ouais. Euh, Oui. C'est sûr que je pense que donc les questions de santé mentale, historiquement, sont toujours des occasions de marginalisation, en fait. Et donc, quand on est marginalisé comme ça, on peut souvent avoir une vision plus lucide de la société et de certaines choses. Ça, c'est sûr. Mais euh, et dans le cas de la culture médiévale, je crois qu'il y a, oui, il y a une conscience que, euh, pas forcément que les personnages de fous, entre guillemets, ont tous des pouvoirs magiques, mais qu'ils ont une sorte de vision, effectivement, comme vous dites, peut-être pas forcément plus pessimiste, mais ils se laissent moins tromper par les illusions de la société. Voilà. Ils voient mieux à travers certaines illusions parce qu'eux-mêmes sont maintenus à l'écart de certaines de ces illusions. Donc, ils vont mieux ouais, voir les mécanismes sociaux, etc. Voilà, et dire ça, ça c'est comme ça c'est comme ça. Mais en même temps, la société, le reste de la société va refuser ce qu'ils disent parce que justement, ils veulent préserver leurs illusions aussi. Et Merlin, c'est un personnage qui est comme ça. C'est un personnage qui brise beaucoup des illusions. Notamment, il brise des illusions sur les classes sociales cléricales, hein, puisqu'il y a plusieurs prêtres dans ce roman qui ne respectent pas le vœu de chasteté, par exemple. Et donc Merlin est quelqu'un qui a une vision assez cynique de la réalité parce il voit les vraies intentions. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un roman un peu qui a une vision un peu pessimiste de l'humanité, parce que les vraies intentions de l'humanité dans ce roman sont souvent moins nobles, moins glorieuses que la construction sociale qu'on a faite autour. Et ça, c'est quelque chose qui alors, dans la culture romanesque médiévale,
il y a vraiment deux forces culturelles qui souvent s'opposent, qui sont d'un côté l'influence courtoise, donc aristocratique, et l'influence courtoise, elle va se focaliser sur la noblesse des sentiments, sur l'honneur, sur l'amour courtois, sur la beauté de l'amour, sur le pouvoir de la dame, etc., sur le service amoureux et sur l'héroïsme. Et on voit beaucoup ça dans les romans de chevalerie classiques, comme les romans de Chrétien de Troyes. Et il y a une autre culture qui est ce qu'on appelle la culture cléricale, euh, qui est, qui vient souvent des auteurs eux-mêmes, parce que les gens qui écrivent des romans, c'est souvent des clercs. C'est des personnes qui ont eu une éducation, qui savent lire et écrire, en fait. Donc souvent, les romans sont écrits par des personnes de la classe cléricale, même s'ils mettent des éléments de culture courtoise. Et plus la culture cléricale devient forte, et en fait, plus la littérature se constitue en champ culturel, plus la culture cléricale devient forte, parce que les auteurs sont des clercs, et donc ils deviennent un milieu culturel autonome. Et cette culture cléricale est beaucoup plus pessimiste sur la nature humaine, parce que c'est beaucoup plus, ça suit beaucoup plus le dogme chrétien du péché originel. C'est aussi une culture qui est plus misogyne, parce que la classe cléricale est une classe masculine, exclusivement presque. Donc c'est une culture qui est plus misogyne et qui trouve surtout que les femmes ne servent à rien, parce que c'est une classe, la classe cléricale ne se reproduit pas de manière héréditaire. Elle se reproduit en adoptant des hommes d'autres classes sociales. Et c'est une classe aussi qui va beaucoup plus valoriser des figures de savoir, plus que des figures d'action. Et donc Merlin, c'est un très bon exemple de ça. Donc le Merlin de Robert de Boron, c'est un roman qui est beaucoup plus du côté de cette sensibilité cléricale. Donc c'est un roman qui est assez misogyne, où les femmes sont maltraitées. Donc c'est pas bien, hein, c'est pas une bonne chose, c'est pas présenté comme positif, mais il y a quand même les personnages féminins sont assez minimisés et sont victimes de violences sexuelles notamment. Les hommes sont assez négatifs dans l'absolu, et le personnage positif est un personnage clérical, un personnage d'intellectuel, de savant. Et même l'autre roman de Robert de Boron, donc son Joseph d'Arimathie, est aussi un roman assez clérical, parce que Joseph d'Arimathie est une sorte de prêtre, et il a une communauté religieuse autour de lui, en fait, qui est constituée surtout d'hommes. Et les gardiens du Graal qui vont le suivre sont tous des hommes aussi. Euh, donc Robert d'Oboron est une figure assez peu courtoise en fait. Et la cour de Gauthier de Montbéliard n'est pas une cour très célèbre ou très somptueuse. Donc c'est très différent de Marie de France à la cour d'Angleterre. Marie de France qui est pourtant une femme cléricale, puisque c'est une femme qui sait lire et écrire. Mais en même temps, bon, elle est dans un milieu courtois très développé. Chrétien de Troyes est dans un milieu de la cour de Champagne très sophistiqué. Robert de Boron, non, c'est plus une culture intellectuelle et religieuse. Donc voilà, bon, j'ai un peu digressé, mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Je voulais juste rebondir sur ce dont tu parlais là. Je pense que c'est des choses dont tu parles depuis, enfin, dans les différentes clubs de lecture et conférences, mais pour me rappeler un peu du contexte. Donc là, on comprend qui rédige, qui écrit ces livres, mais qui lit ces livres, et est-ce que justement, quel est le rôle de l'oralité ensuite pour partager ces histoires? Parce qu'est-ce que c'est tout un entre-soi entre ceux qui écrivent et qui les lisent et enfin, voilà, qui lit ces livres? C'est ma question. Ouais, non, À très bonne l'époque, en question. tout cas. Ouais, ouais, non, mais oui, j'ai dû en parler jadis, mais c'est vrai que ça mérite d'être remis sur le tapis. Euh, c'est des textes qui sont d'abord écrits pour des publics essentiellement aristocratiques de cour. Euh, et souvent, c'est des textes de commande. Donc, c'est tout à fait possible que quelqu'un comme Gauthier de Montbéliard ait demandé à Robert de Boron d'écrire ces textes. Mais plus on avance, plus ça va être des textes écrits de manière indépendante. Parce qu'il va y avoir justement une industrie du livre et donc un milieu. C'est-à-dire que tant que le milieu reste très resserré sur les cours, bah, c'est des textes de commande parce qu'il faut qu'un seigneur dise je veux lire un roman sur ça pour qu'il y ait une raison de l'écrire, quoi. Et l'auteur ensuite va être pris en charge par la cour, en fait. Des auteurs comme Chrétien de Troyes sont des auteurs qui sont nourris, vêtus par la cour de Champagne. C'est quelqu'un qui est attaché à la cour de Champagne. Mais ensuite, plus il y a un milieu autonome avec des lecteurs un peu variés, plus les auteurs peuvent écrire simplement pour vivre, en fait, et peuvent devenir faire profession d'écrivain de manière indépendante. Mais ça vient plus tard. Euh,
Avec les romans en prose, on commence à voir justement une vraie différence. Les romans en vers au XIIe siècle sont presque tous écrits pour un public spécifique qui a demandé, qui a commandé le texte. Les romans en prose, au contraire, commencent à être écrits au moment où se développent des ateliers de copie de manuscrits, notamment dans les grandes villes, genre Paris, euh, dans les villes universitaires. Et ça se développe autour des universités, évidemment, parce que les étudiants ont besoin de livres, ils ont besoin de manuels, donc on développe une industrie du livre pour copier des manuels pas trop chers pour les étudiants. Et à ce moment-là aussi, on va commencer à copier beaucoup d'autres types de textes. Et donc les romans en prose vont être copiés de manière de plus en plus abondante. Et pour montrer, un roman en vers, généralement, va être conservé aujourd'hui dans, disons, entre 1 et 20 manuscrits. Un roman en vers conservé dans une vingtaine de manuscrits, c'est un énorme succès. Il y a quelques exceptions, mais c'est souvent comme ça. Alors que les romans en prose, on peut en avoir dans 60 manuscrits, 100 manuscrits, 200 manuscrits. Ils sont beaucoup plus populaires. Et donc, comme ils sont plus populaires, eh ben, ils commencent à s'adresser à des publics beaucoup plus variés et des publics y compris non aristocratiques, du genre des publics bourgeois. Ce qu'on appelle le public bourgeois, c'est les gens qui vivent dans le bourg, donc dans les villes, en fait, donc des publics urbains. Il faut que ce soit un public urbain qui sache lire, et il faut que ce soit un public urbain qui ait suffisamment d'argent pour s'acheter un manuscrit, parce que les manuscrits sont en parchemin, donc en peau d'animal, donc ça coûte très cher quand même. Mais on pense qu'à ce moment-là, ça commence à se diffuser dans les milieux non aristocratiques. De toute façon, et là, parce que tu as posé la question de l'oralité, qui est super importante, de toute façon, un texte médiéval dans un manuscrit comme ça, il n'est pas lu par une seule personne le soir dans son lit. Enfin, il peut, mais il est lu généralement. Alors, certains manuscrits sont pas très gros, hein, certains manuscrits Et très grand. sont de la taille d'un livre normal moderne. Parce que là, alors je reviens au mois de novembre, j'ai passé 3 semaines à Paris pour consulter des manuscrits, et oui, il y en avait qui étaient tellement gros que je pouvais à peine les porter, et puis il y en avait qui étaient plus petits qu'un livre de poche. En tout cas, quand vous achetez ou quand vous vous procurez un manuscrit au Moyen Âge, bah, vous invitez plein de gens pour le lire en fait. Vous invitez tous vos amis, vous invitez votre cour, vous invitez vos proches, vos voisins, et vous organisez des lectures. Donc soit vous lisez vous-même, soit si vous ne savez pas lire, c'est possible, vous demandez à une personne qui travaille pour vous si vous êtes un aristocrate. Dans Merlin, il y a une scène où Uther, je crois, l'un des rois en tout cas, ou je sais plus, l'un des rois reçoit une lettre et demande à quelqu'un de la lire pour lui, en fait, parce qu'il sait pas lire. Donc un roi qui ne sait pas lire, c'est pas choquant. Et donc vous organisez une séance de lecture, vous organisez un club de lecture en fait. Euh, et vous pouvez garder les gens plusieurs nuits chez vous. Enfin, plutôt, on va plutôt lire le jour parce qu'il n'y a pas d'électricité. Euh, et donc, vous pouvez faire plusieurs jours où vous lisez le roman au fil de plusieurs jours, plusieurs semaines. Euh, et donc, un seul manuscrit peut toucher des douzaines de personnes, voire des centaines de personnes. Parce qu'ensuite, un manuscrit, c'est très durable. Donc, vous pouvez le donner à vos enfants, qui le donneront à leurs petits-enfants. Et donc, un manuscrit médiéval peut durer pendant plusieurs siècles et être lu pendant plusieurs siècles. Là, le problème, ça va être la langue, parce que la langue évolue. Donc les manuscrits du XIIe siècle et du XIIIe deviennent très difficiles à lire au XVe siècle parce que les gens ne comprennent plus très bien le texte. Donc il faut faire des nouvelles copies, des nouvelles adaptations, etc. Mais donc cette part d'oralité, elle reste très importante, mais elle est basée sur le texte. On utilise le texte et on le lit à beaucoup de gens, en fait. Mais ouais, c'est assez fascinant, hein, les questions de comment est-ce qu'on lisait les textes. Et c'est souvent basé sur des tout petits indices dans quelques textes. Et donc on doit beaucoup mettre les choses ensemble pour arriver à déduire comment on lisait. Nos connaissances là-dessus évoluent en permanence en ce moment. Alors je vois qu'il est 12h03, mais est-ce qu'il y a peut-être une dernière question, un dernier commentaire? Non, tout va bien? Bon, super. Mais je pense qu'on peut te remercier d'avoir pris ce temps encore une fois de nous partager voilà, tes connaissances et ta passion pour la littérature médiévale, parce que encore une fois, tu es sur ton temps personnel. Donc vraiment, non, mais c'est très, très apprécié, appréciable, et je pense que ça touchera aussi beaucoup de personnes dans la communauté de l'Alliance. Donc encore merci.
Ça fait plaisir et merci encore à Alliance française et puis au Centre de la francophonie et puis à tout le monde. C'est toujours un plaisir. Je souhaite à tout le monde un très beau week-end ensoleillé mais froid. Et je voulais juste rappeler, nous avons aussi un club de lecture avec notre partenaire, le Comité franco-queer de l'Ouest. Et le prochain club se tient le 8 février. Donc je vous partagerai le lien dans un petit courriel avec l'enregistrement de la discussion. Mais voilà, vous pouvez participer aussi à cette rencontre et j'espère vous accueillir bientôt à l'Alliance aussi en personne. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir. Thank you so much. Merci beaucoup.